Première vidéo de ce mois de juillet par 30 degrés. Let's go! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures. Alors pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, il y a de cela quelques jours, quelques semaines, je ne sais déjà plus, je vous ai annoncé qu'il n'y aurait pas beaucoup de vidéos cet été, du simple fait en fait que je ne lisais pratiquement rien. Je travaille beaucoup, je suis très fatiguée, notre déménagement arrive à grands pas et bref, j'ai plein de choses en tête autres que de lire et de faire des vidéos. Mais ces derniers jours, j'ai réussi tant bien que mal à accumuler 10 lectures et je me suis dit, allez, 10 c'est un bon nombre pour faire une vidéo. Donc je vais commencer avec les suites de séries. J'en ai 3 à vous présenter. Vous allez voir, il y a vraiment de tout dans cette vidéo. Il n'y a pas tant de shoujo que ça. Oui, quand même, il y a un tout petit peu de shoujo. C'est rare, mais ça arrive. Il y a du shonen, il y a du seinen, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît. Une vidéo un petit peu fourre-tout. Je vous parle assez rapidement de ce que j'ai lu dernièrement. Voilà, que ce soit des nouveautés ou pas. Donc je vais tout d'abord vous parler du 6e tome de Après la pluie de Jun Mayuzuki. Donc ce titre-là, je vous l'ai présenté plusieurs fois sur ma chaîne, mais notamment il fait partie de mon top manga 2017. Donc je ne vais pas revenir sur de quoi parle ce manga puisque j'en ai déjà parlé. J'ai beaucoup aimé ce tome 6, c'est une série que j'apprécie beaucoup, qui est bouclée en 10 tomes. Il reste plus que 4 petits tomes, je sens que la série va trop me manquer. Dans ce 6e tome, Akira se donne pour mission de préparer un cadeau de Noël à offrir à son patron et elle décide de se lancer dans le tricot. Donc voilà, c'est toute une expérience. Elle va faire ça avec une de ses amies qui elle aussi se lance dans le tricot pour faire un cadeau pour Noël pour le garçon dont elle est amoureuse. On ne voit pas tant que ça le personnage du patron dans ce 6e tome. On se concentre surtout sur les deux jeunes filles et surtout aussi sur une autre jeune fille, celle-ci, qui apprécie beaucoup Akira et qui l'admirait beaucoup du temps où elle était athlète. C'est pas gnangnan du tout, les personnages sont juste super attachants et ça se lit méga vite. J'ai enchaîné avec le second tome de Au grand air de Afro, c'est publié chez Nobinobi. Donc je vous ai présenté le premier tome dans ma précédente vidéo, dans mon marathon 12 heures de lecture. J'avais lu le premier tome que j'avais acheté un petit peu, j'allais dire par hasard, mais non, c'est juste que tout le monde m'en parlait et me le suggérait, j'ai fini par craquer parce que je suis faible. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais trouvé que c'était une lecture cocooning et qui était juste super agréable, le petit manga pas prise de tête, où on va parler camping, où on va suivre plusieurs filles qui font du camping, les rencontres qu'elles vont faire notamment dans ce second tome, les petits trucs, les petits tips, voilà, pour quand on n'a pas trop de budget, qu'on a envie néanmoins de faire du camping avec peu de choses, c'est finalement possible. Je trouve les couvertures de cette série vraiment trop jolies, c'est vraiment sur la lignée du tome 1. Si vous avez aimé le tome 1, continuez parce que ça vaut très clairement le coup, vous ne serez pas déçus et c'est un titre que je recommande. Voilà, si vous êtes à la recherche d'une petite lecture pour l'été ou même pas seulement pour l'été parce que je pense que pour l'hiver ça passera également très bien, c'est le genre de lecture qui fait plaisir et que je vous recommande si vous n'avez toujours pas craqué pour cette petite série qui néanmoins est toujours en cours. Autre suite de série et pas des moindres, il s'agit du second tome de The Promised Neverland de Kayu Shirai et Pozuka Demizu. C'est publié chez Kazemanga dans leur collection shonen. Donc j'ai fait une vidéo consacrée au premier tome de la série. Toutes ces séries-là, toutes ces suites de séries, je vous montre pas les illustrations parce que tout simplement je vous ai déjà présenté 2 précédents tomes dans des vidéos, du coup vous avez pu voir à quoi ça ressemblait. Donc pour The Promised Neverland, j'ai fait une vidéo entière consacrée au premier tome où je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je vous renvoie à cette vidéo, sachant que pour les nouveautés qui suivent, j'essaierai de vous trouver les liens pour que vous puissiez avoir un extrait gratuit du premier tome. Donc voilà, ce second tome de The Promised Neverland, je l'ai un petit peu fait patienter, voilà, je me suis pas jetée dessus dès que je l'ai acheté et j'ai vraiment beaucoup aimé. Les choses s'accélèrent franchement et les personnages vont découvrir encore plus de choses sur leur univers. Alors on sait encore que très peu de choses sur l'extérieur. Dans le premier tome, ils décidaient de s'évader et là, dans ce second tome, très clairement, on sent que ça va arriver dans peu de temps puisque c'est une question de jours en fait. Et on va découvrir le secret de l'un des personnages principaux qui avait bien caché son jeu jusque là, faut bien le dire. Et j'ai adoré, voilà, j'adore d'ailleurs la couverture de ce second tome, je la trouve trop belle. Et c'est encore une fois un univers qui est plein de surprises, on va de révélation en révélation. Et même si finalement j'ai trouvé ce second tome un peu moins sombre que le premier qui vraiment nous dépeignait un univers sans pitié avec ses pauvres orphelins,
Et là, dans ce second tome, il y a un petit peu plus d'espoir et en même temps, eh bien, ils se rendent compte qu'on leur cache encore beaucoup de choses. Donc ça, c'est le phénomène, je pense, l'un des plus gros phénomènes de cette année 2018. Et je vous recommande vivement ce titre si vous êtes passé à côté ou si vous hésitez toujours à le commencer. Je passe à présent à un titre qui m'a été envoyé par les éditions Pika. Donc c'est dans le cadre de mon partenariat avec cette maison d'édition. Néanmoins, ils ne m'ont pas prévenu que j'allais le recevoir. Il s'agit du premier tome de La Princesse et la Bête de Yu Tomofuji et c'est dans leur collection, vous savez, la nouvelle collection Shoujo Addict. J'ai fait toute une vidéo sur Shoujo Addict, donc là encore je vous glisserai le lien de la vidéo dans la barre d'informations si vous l'avez loupé. Et comme vous pouvez le voir avec son petit sticker violet, ce titre fait partie de la collection Purple Shine. Et pour définir ce manga en 3 mots, fantasy, romance et intrigue. Donc ce titre là, si je ne l'avais pas reçu dans le cadre de mon partenariat, je ne pense pas que j'aurais craqué spontanément dans les rayons manga, tout simplement parce que le pitch de départ, c'est-à-dire une bête avec une jeune fille, c'est un truc, on va pas se le cacher, qu'on a déjà vu dans d'autres séries, notamment des séries que je suis, comme L'Enfant et le Maudit, Somalie et l'Esprit de la Forêt, ou encore The Ancient Magus Bride. Bref, il y a plein de titres comme ça, et encore j'en oublie sûrement, où on a une créature surnaturelle et une petite fille qui l'accompagne. Et une relation assez tendre, on va dire, entre les deux. C'est complètement ça pour ce titre-là. C'est une jeune fille donc, qui s'appelle Salifi, qui est élevée et conditionnée pour être sacrifiée et offerte au roi. Donc le roi, c'est cette bête-là, donc qui a cette apparence de bête les 3/4 du temps, mais qui a également une apparence humanoïde plutôt pas mal, hein, l'apparence humanoïde, faut pas se le cacher. Et le truc, c'est que le roi, quand il va la voir, il va se rendre compte qu'elle est pas du tout comme les autres filles qu'il a pu voir précédemment, c'est-à-dire que elle n'est pas du tout impressionnée en fait par l'apparence du roi, qui pourtant, voilà, de prime abord peut être assez impressionnant. Salifi n'a pas du tout peur de lui, et en fait très rapidement ils vont s'attacher l'un à l'autre. Elle va se rendre compte du secret, du lourd secret que porte le roi sur ses épaules. Il va en fait la choisir pour être la future reine. Donc rien que ça. Le truc, c'est que ça va pas être très bien vu. Donc voilà, la version humaine qui est pas mal. Hein. On est bien d'accord, cette version humaine n'est pas mal du tout. Et en fait, il y a des personnages qui vont se mettre au milieu de leur route parce que le roi est censé choisir comme reine un personnage comme lui, c'est-à-dire un être un peu surnaturel. Et lui, il va jeter son dévolu sur cette jeune fille. Alors, il y a pour autant rien de pervers, il se passe rien entre les deux. C'est vraiment une relation très tendre, une relation de protecteur que le roi va avoir avec Salifi, même si elle se considère déjà comme étant sa future épouse. Elle va se rendre compte de toutes les difficultés que ça représente, ne serait-ce que physique, de rester auprès du roi, mais je vous en dis pas plus. C'était une lecture qui était quand même fort sympathique, j'ai beaucoup aimé le côté un petit peu conte, merveilleux, tout ça, qui nous transporte dans un autre univers. Donc j'ai trouvé ça pas mal du tout. Même si, comme je vous le disais, ce n'est pas hyper original sur le pitch de départ. Et c'est une lecture que je vous recommande si vous aimez les shoujo fantastiques. Je vais à présent vous parler d'un one-shot qui, je pense, a fait tout de même pas mal parler de lui. Un petit peu moins que Our Summer Holiday l'année dernière, mais tout de même, je pense un petit peu dans ce registre-là. Il s'agit de Our Summer Love de Takeru Furumoto. C'est publié chez les éditions Delcourt Tonkam dans leur collection Shonen. Et c'est un gros pavé. Je sais pas si on s'en rend bien compte, mais c'est un gros pavé. Et la couverture est trop jolie. On va découvrir l'histoire du jeune Naoto. Donc c'est le jeune homme que vous avez ici, qui décide, 7 ans après en être parti, de revenir sur son île natale. Alors pourquoi il était parti? Tout simplement parce que un été, il avait rencontré une jeune fille, donc Mizuki, qui est la jeune fille que vous avez sur la couverture, qui est sa petite sœur que l'on voit ici. Et en fait, il va se passer un drame, c'est que Mizuki va brutalement mourir. C'est très brutal et du coup, à partir de ce moment-là, Naoto va décider de quitter cette île et de ne pas en revenir. Mais le problème, c'est que au moment où elle est morte, il y a une promesse qu'il lui avait faite qu'il n'a pas pu tenir. Et c'est quelque chose qu'il garde en lui et il est obligé plus ou moins de tenir cette promesse. Donc il a l'occasion de revenir sur cette île tout simplement pour... alors c'est pas pour trouver de l'inspiration, mais c'est en rapport avec le fait qu'il est en train d'écrire un nouveau roman puisque c'est un jeune écrivain. Et il va tomber sur la petite sœur de Mizuki qui a bien grandi, qui semble toujours aussi éprise de lui, même s'il va pas se passer grand chose entre les deux. Et le truc, c'est qu'il y a cette espèce de légende qui plane, comme quoi il y a une espèce de fantôme d'une jeune fille près du phare, et lui bien évidemment
fantôme, jeune fille, il pense qu'il s'agit de Mizuki, il va essayer de trouver ce fantôme. Donc c'était plutôt chouette. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a une alternance dans tout le one-shot du récit au présent, donc du Naoto du présent avec ce fantôme de Mizuki qui est ou qui n'est pas là. Voilà, ça je vous laisse découvrir avec la lecture de ce tome. Et on a également, c'est entrecoupé de flashbacks sur ce qui s'est passé cet été-là, il y a 7 ans, de la rencontre entre Naoto et Mizuki, de ces brefs moments finalement qu'ils ont passés tous les trois, parce que la petite sœur était toujours dans leurs pattes, on va dire. Ça se termine, je vais pas dire super bien non plus, parce que ça se termine un petit peu de manière nostalgique, voilà, c'est mélancolique. J'ai pas d'autres termes en fait pour vous parler de ce manga, mais j'ai bien aimé ma lecture. Voilà, c'est pas le truc qui va vous éclater non plus, qui est plein de bonne humeur, tout ça, mais c'est une bonne lecture pour l'été, et en plus, eh bien, c'est en un seul et gros volume, et je pense que vous n'en serez pas déçus. Je vais à présent vous présenter la nouveauté du mois de juillet que j'attendais avec le plus d'impatience, puisque ce titre nous a été teasé par les éditions Kiyun depuis déjà plusieurs mois avant sa sortie. Il s'agit du premier tome de Beyond the Clouds, La fillette tombée du ciel par Nikke, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est publié donc chez Kiyun dans leur collection Kizuna. Et ça, c'est un gros coup de cœur. C'est peut-être pas un aussi gros coup de cœur que l'Atelier des sorciers, mais assurément, il en est pas loin du tout et il sera dans mon top manga 2018. Ça, c'est à n'en pas douter. Kiyun nous en parle depuis des mois. Là, on a des pages couleurs trop jolies. Et cet univers enchanteur, il me donnait vachement envie. J'ai pas patienté longtemps après l'avoir acheté pour le dévorer et j'ai adoré. Voilà, gros coup de cœur. Assurément, si celui-ci n'est toujours pas dans votre mangatech, je ne sais pas ce que vous attendez. Donc au niveau de l'histoire, ça prend place dans une ville qu'on appelle la ville jaune, tout simplement parce qu'on voit très clairement jamais trop le ciel, on a ces couleurs jaunes qui est due aux usines, donc on peut supposer que c'est un peu de la pollution, c'est un peu dégueulasse hein, tout de même. Et en fait on a deux types d'habitants dans cette ville. On a des humanoïdes comme notre personnage principal, il s'agit de Théo, donc c'est le jeune garçon que vous voyez ici. Et on a également des personnages plutôt, on va dire, qui ont une apparence un petit peu animale, comme un de ses proches amis, voilà, que vous voyez ici, Hotch, qui a un petit peu des oreilles, style un peu oreilles de chat. Voilà, donc on a plusieurs types de personnages qui vivent tous dans la plus parfaite harmonie. Et en fait, Théo, pendant toute sa jeunesse, donc il a une jeunesse qui n'est pas très fun, puisqu'il a plus ses parents, enfin, donc c'est pas très fun. Il a été récupéré par les employés d'un atelier, et il va se retrouver d'ailleurs à travailler en tant que réparateur dans cet atelier. Donc il répare tout ce qui est horloge, tout ça, enfin, bon, un petit peu côté mécanique. Quand il était petit, le seul truc qui le consolait quand ça allait pas, c'était de se plonger dans des livres merveilleux où il y avait des créatures fantastiques, un monde extraordinaire, plein d'aventures. Et il s'était juré, quand il sera grand, il va partir lui aussi à l'aventure, découvrir toutes ces créatures fantastiques. Le truc, c'est qu'il a grandi et il se rend bien compte que tout ça, c'est dans les bouquins, mais ça n'existe pas. Et il est devenu, comme je le disais, réparateur dans cet atelier. Il mène une petite vie assez tranquille, hein, c'est pas un univers très dangereux. Et un jour, dans une espèce d'endroit que lui considère comme l'île des rêves, je crois quelque chose comme ça, qui est en fait un gros tas de décharges. Ça n'a rien de très jouissif, mais pour lui c'est juste un endroit parce qu'il y trouve à chaque fois plein de petits trucs à bricoler. Eh bien, il va trouver Mia, donc c'est la jeune fille que vous voyez ici, qui est une humaine ailée. Et ça, c'est le troisième type de personnage qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on a les humanoïdes, les personnages qui ont des attributs un petit peu d'animaux, et les humains avec des ailes. Et ceux-là, c'est les plus rares, et c'est les plus recherchés, parce qu'en fait, il y a des humains peu scrupuleux qui vont les pourchasser pour leur voler leurs ailes. Dans quel but, ça je sais pas trop. Le petit souci, c'est qu'elle a perdu une de ses ailes. Et Théo va se proposer de mettre ses talents de réparateur à son service pour lui réparer son aile. Et en même temps faire sa connaissance et se rendre compte que Mia, eh bien, tout simplement a perdu la mémoire. Elle ne sait pas trop comment elle a atterri sur ce tas de décharges. Malheureusement, c'est des êtres qui sont pourchassés pour leurs ailes.
ce qui va arriver, et à ce moment-là, on se rend compte que le petit personnage tout frêle et fragile de Mia renferme une force assez colossale, assez dangereuse, potentiellement très dangereuse. Théo va se rendre compte également qu'il y a ces fameux êtres fantastiques de ces bouquins, mais ils existent vraiment, c'est juste qu'ils n'étaient pas dans la même ville que lui, mais ils existent. Et il va faire leur rencontre un petit peu avant la fin du tome. Et ça donne trop envie de lire la suite parce que l'univers est magnifique. Les dessins, j'en parle même pas, c'est un gros coup de cœur pour les dessins. Ce petit côté crayonné, tout ça, on a des fées à la fin, bon, j'en dis pas plus. Mais très clairement, pour moi, c'est une lecture de 2018 qu'il faut absolument faire. Voilà, faut pas passer à côté de ce titre. Une odyssée onirique à mi-chemin entre les films de Ghibli et les univers de Final Fantasy. Ouais, c'est complètement ça. On a un côté également un peu steampunk, on va dire, avec la ville, vite fait, hein, mais ça peut faire penser également à ça. C'est juste génial et c'est vraiment une de mes plus belles découvertes de 2018. On reste chez les éditions Kiyun avec également une nouveauté de 2018, mais pour le coup, c'est pas une nouveauté toute récente puisqu'on est tout de même au 3e tome. Il s'agit de Black Torch. Donc je vous ai déjà présenté d'ailleurs le premier tome dans une micro-chronique, mais entre temps, eh bien, je me suis fait la lecture des tomes 2 et du tome 3. Donc c'est un titre de Tsuyoshi Takaki et c'est donc dans la collection Shonen de Kiyun. Pour moi, il payait pas du tout de mine, j'avais pas spécialement dans l'intention de l'acheter dès le départ. Et en fait, c'est juste qu'on me l'a super bien vendu. Encore une fois, comme souvent, on me vend super bien les titres et du coup je me dis bon, allez, pourquoi pas. Et le tome 1 avait été une belle surprise. J'avais peur que ça soit juste un ramassis de trucs que j'avais vu et revu. Et au final, certes, c'est pas hyper original non plus. Vous allez vous dire, attends, j'ai déjà vu ça dans telle et telle autre série. Ok, mais il y a ce côté, on va vous parler de ninja, on va vous parler de démons, de Mononoke, mais dans un univers moderne, d'une manière moderne. Et même si on a des références qu'on va retrouver dans plein d'autres titres, si vous avez lu plein de mangas, voilà, il y a plein de titres qui vont vous parler quand vous allez lire Black Torch, c'est quand même bien fait. Juste petit point noir, c'est que cette série, qui pourtant quand tu lis le tome 1, tu t'attends à un truc genre d'une bonne vingtaine de volumes, au minimum, est conclue finalement en 5 tomes. Donc le tome 4 il sort cet automne, je crois, le tome 5 n'est pas encore sorti au Japon, mais il est déjà annoncé. Du coup on aura la fin de la série début 2019 si tout se passe bien. Et j'avoue que quand j'ai vu que ça se terminait en 5 tomes, j'avais lu encore que le premier tome et je me suis dit bah chouette, 5 tomes c'est super. Et en fait je me rendais compte très vite que les réactions de tout le monde étaient très négatives, genre mais non, tu peux pas boucler ça en 5 tomes, c'est pas possible, il y a eu un problème, la série a pas marché, l'auteur a dû la boucler. Par la suite j'ai enchaîné avec les tomes 2 et 3, j'ai relu le 1 et j'ai enchaîné avec les tomes 2 et 3. Et c'est vrai que ça se passe de manière suffisamment rapide, on passe suffisamment vite sur certains événements pour que ça nous fasse penser qu'effectivement la série puisse être assez courte. Donc en fait on va suivre le personnage de Jiro, qui est le jeune homme de la première couverture, qui fait partie d'une lignée de ninjas qui lui vient notamment de son papy qu'il a élevé. Et en fait il a la capacité de comprendre et de parler aux animaux. Et ça c'est genre super classe de base. Ça le rend très en pâte avec les animaux, du fait de ressentir quand ils ont besoin de lui, tout ça. Il va se mettre dans des situations pas possibles pour venir en aide à un pauvre animal. C'est ce qui va arriver avec le chat noir que vous voyez ici. Et qu'en fait vous voyez, je m'en suis rendu compte juste après, sur toutes les 4e de couverture. Il s'agit de Rago, qui de prime abord est un chat noir tout simple, tout banal. Mais en fait, c'est un Mononoke. Un Mononoke, c'est une créature surnaturelle qui peut s'apparenter plus ou moins à un démon. Voilà, on peut les appeler les démons, mais bon, là on les appelle Mononoke. Jiro va lui venir en aide, et en voulant lui venir en aide, eh bien il va se retrouver dans une situation pas possible, et il va se faire tuer. Voilà, dès le début du tome 1, Jiro va se faire tuer, et en fait, Rago va décider de le sauver, et pour le sauver, il n'a pas d'autre moyen que de prendre possession de son corps, et ainsi de lui conférer sa force, son pouvoir assez destructeur et pas toujours facile à contrôler. Et à partir de là, ces deux êtres ne vont faire plus qu'un, même si des fois on va voir Jiro d'un côté et Rago va pouvoir se matérialiser à côté, mais pour se battre les deux ne font qu'un. Il va faire des rencontres et se retrouver tant bien que mal à intégrer la brigade des Black Torch, qui est composée donc de cette jeune fille et de ce jeune homme qui sont chargés de retrouver les Mononoke qui posent problème. Les Mononoke étaient tous plus ou moins endormis et en fait depuis peu ils sont réveillés et en fait Rago est censé être le plus puissant d'entre eux et ils aimeraient bien qu'ils se joignent à eux pour combattre les êtres humains. C'est clairement une histoire Mononoke versus êtres humains. Pour celles et ceux qui ont lu les 2 séries, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si c'est un rapport que vous avez fait plus ou moins dans votre tête à un moment donné. Mais moi les Mononoke, certains d'entre eux du moins, m'ont fait penser aux Altrad dans Areadi.
Voilà, clairement, il y en a certains, je sais pas si c'est dans les scènes d'action, mais certains m'ont fait penser aux Alfred de Ariadne. Et d'ailleurs, ça peut faire penser à un côté un petit peu mutant. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ces 3 premiers tomes. Le tome 4, on l'aura, comme je l'ai dit, en septembre ou octobre, quelque chose comme ça. Et j'ai hâte d'avoir le tome 4 parce que c'est un manga que j'aime bien. Voilà, c'est du shonen après assez classique, comme je l'ai dit, où on a le côté un peu ninja, on a le côté créature surnaturelle qu'il faut combattre. Il n'y a pas de fanservice. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. Alors quand on voit la jeune fille sur la couverture du tome 2, on peut se dire, attends, ça sent les scènes avec de la nudité ou des boobs ou ce genre de choses. Eh bien non. À un moment donné, dans le tome 2 ou 3, je ne sais plus, c'est vaguement utilisé, mais genre vaguement. Et c'est pas du tout un truc qui va être mis en avant, et ça, c'est plutôt appréciable. Il y a pas mal d'humour, notamment avec le personnage de Jiro, qui est un petit peu le gars, mais tête à claque, qui réfléchit pas trop, qui va dans l'action, mais qui a, comme je le disais, ce côté très empathe, très, les gens ont besoin d'aide, j'y vais. Enfin voilà, je me pose pas 36 000 questions, je me mets en danger, tant pis, mais j'y vais. Le personnage un peu badass... Notamment, voilà, le fait de parler aux animaux, les animaux peuvent devenir des alliés quand on en a besoin. Pas gros coup de cœur, pas grosse révélation de l'année, mais c'est un titre que je vous recommande si vous cherchez justement des shonen d'action un peu fantastiques avec des ninjas, de l'humour, c'est pas prise de tête non plus. C'est assez sombre hein, tout de même, c'est pas non plus le monde des bisounours. Donc voilà, c'était une bonne lecture chez les éditions Kiyun. Et là, oui, on peut se rendre compte que j'ai un super coup de soleil de taré. C'est-à-dire que ça, c'est la couleur de ma peau normale, et ça, c'est la couleur de la peau cramée. Voilà, c'est une... J'adore l'été, j'adore l'été. Je vais conclure avec le premier tome d'une série dont j'ai pratiquement acheté déjà tous les tomes. Du moins, je m'apprête à acheter tous les tomes. Sauf le tome 19. Et là, je m'adresse aux éditions Pika. Si vous regardez cette vidéo, dites-moi que le tome 19 va être réimprimé. Parce que très clairement, j'ai les tomes 1, 2, 3. Je me suis procuré le 24e et dernier tome et le tome 17 que je vais recevoir bientôt. Les autres tomes, j'ai pu les précommander chez mon libraire. Mais le tome 19 est à des prix genre astronomiques sur la toile. Donc ça m'embêterait un petit peu d'avoir 23 tomes sur 24 et d'être en plus stoppé au tome 18 parce que j'aurai pas le 19. Donc les éditions Pika, si vous passez par là, s'il vous plaît, dites-moi que malgré le fait que la série ait duré plus de 10 ans de publication, que la publication des derniers tomes s'est sûrement fait à un tirage très limité parce que la série devait plus trop fonctionner ni trop se vendre parce que très particulière et très clairement si vous accrochez pas vous allez rien comprendre, mais dites-moi que le tome 19 est en cours de réimpression ou qu'il y a un moyen quelconque que je puisse l'avoir à un autre prix que 40-50 balles sur Amazon ou la Fnac ou que sais-je. J'ai lu que le tome 1, j'ai le tome 2 et 3 pas très loin près de la table de nuit qui m'attendent sagement et que je vais lire genre peut-être ce soir parce que ça c'est le gros coup de cœur. Je pense depuis bien longtemps qu'il va dépasser des tas et des tas d'autres séries qui étaient dans mon top intemporel. Donc il s'agit de MPD Psycho, parce que c'est prononce à l'anglaise. MPD d'ailleurs a deux significations, mais je vous laisse chercher un peu sur la toile puisqu'il y a deux sens possibles pour les initiales. Alors c'est une série, donc le détective schizophrène, de Shu Tajima et Eiji Otsuka. C'est publié chez Pika Édition, collection Seinen. Pour que vous vous rendiez compte au niveau de... Voilà, je vous prends Beyond the Clouds. Pour que vous vous rendiez compte du volume du bordel. L'édition par contre elle est vachement top parce que le tome, mine de rien, il est tout fin mais il est super lourd. Et vous avez des pages couleurs, tout ça. Donc bref, je m'égare. Ça fait des années que ce titre-là, il me donne trop envie. Et il s'est terminé avec son 24e tome il n'y a pas très très longtemps. Focus 3 secondes sur la couverture du tome 24. Comme mon libraire ne pouvait pas m'avoir, du coup je me suis jetée sur Amazon quand j'ai vu qu'il en restait quelques-uns, pardon. Et je me suis dit ça les gars, c'est peut-être potentiellement un futur tatou. Hein, parce que ce genre de tête, de crâne à la version mexicaine, c'est quelque chose qui me botte pas mal. Et là encore, l'épaisseur du tome 24 comparée à l'épaisseur du tome 1, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc bref, j'ai lu le tome 1, ça y est, une croix sur la 4e de couverture. Alors, est-ce que ça fera le focus? Oui. J'ai craqué parce que j'étais à la Fnac de Nice, et il y avait les 3 premiers tomes en rayon. J'ai fait what the fuck, parce que c'est le genre de série que tu la vois jamais en rayon. Et je me suis dit, bon, ok, ils sont là, ils me font de l'œil, ok, 9,10€ le tome, certes, mais j'ai pris les 3 premiers tomes d'un coup, et j'ai lu le tome 1, genre presque dans la foulée le soir même, et j'étais là, oh my god, il me faut la suite. Alors les noms, je vais pas y arriver, donc on va faire sans les noms. C'est un jeune profiler, c'est un profiler de génie, je crois que c'est un détective profiler, et en fait, il va
être sur la piste d'un serial killer. Et ce type-là va se rendre compte qu'il est comme lui, que c'est un comme ça dans sa tête, tu vois. Et pour le prouver aux yeux du monde entier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va... alors je vous montre les pages couleurs qu'on a au début du tome. On a une page effet calque, vous voyez. Et quand on l'enlève, on a derrière la première page là. Vous voyez, c'est une page calque. Et je trouve ça trop beau. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire, cette espèce de taré, pour essayer de montrer la vraie apparence de notre personnage principal, donc c'est lui. Il va lui envoyer une caisse avec le corps de sa petite amie, toujours en vie, mais complètement démembré. À partir de là, le gars il va un peu vriller dans sa tête, il va partir à la poursuite de ce tueur, parce que lui c'est un profiler, donc très clairement bon, il a déjà ciblé qui ça allait être. Il le retrouve, il est pas tout seul au moment où il est face à lui, et en fait l'autre lui dit, mais je sais que t'es comme moi, mais prouve-le, dis-le, t'es aussi barge que moi, t'es aussi... Il sent que c'est quelqu'un comme lui, qui est potentiellement un serial killer. Donc notre petit profiler, qui avait l'air pourtant tout gentil et tout innocent, va disparaître. À partir de là, son identité disparaît, il y a une autre identité qui va... tu sens le côté schizophrène, qui va prendre possession de lui, qui va abattre très froidement le tueur, et une troisième personnalité va faire son apparition. Et c'est cette personnalité-là qui va rester comme étant personnalité principale. Il va être emprisonné pour ce meurtre. Donc à partir de là, il va dire celui qu'on pense inculpé, donc la première personnalité pour lui, est mort ce jour-là, le jour où sa petite amie lui a été ramenée sous forme de... en pièces détachées, plus ou moins. Elle était encore vivante. C'est-à-dire que le gars s'est arrangé pour quand même que ça soit une situation horrible, mais que la meuf soit vivante et que ça soit lui qui, ne supportant pas de l'avoir dans cet état-là, décide de débrancher le truc qu'il a maintenant en vie. Donc tu vois, vraiment pour le forcer lui à tuer sa propre petite amie pour pas la voir souffrir. Il va dire à tout le monde, donc la troisième personnalité, va dire à tout le monde que la première a disparu. Et du coup, tout le monde est persuadé que la troisième personnalité, qui pour tout le monde n'est que la deuxième, puisque tout le monde, la deuxième personnalité, donc celle qui a tué, disparaît après avoir tué. Mais c'est la personnalité la plus dangereuse des trois. Et on va garder que la troisième, qui est le côté profiler, mais le côté qui n'a aucun autre souvenir de sa vie d'avant. Il va être libéré quelques temps après, parce que même en prison, les autres flics se servent de lui pour élucider certains crimes, parce que oui, ça reste quand même un génie pour dénouer le profil des tueurs. Il va être libéré et il va intégrer justement une nouvelle équipe, un petit peu en marge, voilà, justement, parce qu'ils savent que tu n'es pas censé avoir un ancien tueur dans ton équipe avec toi, mais au vu de ses capacités, il va être enrôlé pour enquêter justement sur de nouveaux crimes. Et tu te rends compte que la troisième personnalité n'est pas la seule qui fait partie de son corps. C'est-à-dire que ce gars, je ne sais pas s'il en a 7 ou 8 en fait, mais tu te rends compte que c'est assez compliqué parce que tu vas passer d'une personnalité à l'autre. C'est un mélange de Seven parce que les meurtres sont atroces et de Split. Voilà, tu prends les deux, tu mixes et tu as MPD Psycho. Le scénariste a pas mal d'imagination quant au meurtre vraiment très sanglant, c'est très gore et en même temps c'est genre génial parce que tu as ce personnage qui est hyper dangereux, hyper imprévisible et tu sais pas quelle est la personnalité qui va se matérialiser en fait, qui va prendre possession de son corps. Ce qui me dégoûte trop, c'est que ça devient juste très compliqué de se trouver la série, mais si vous en avez l'occasion par quelconque moyen, foncez sans hésiter. J'en ai terminé pour la présentation de mes dernières lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, si vous les avez aimés, si vous les conseillez, ce que vous avez lu dernièrement, et s'il y a des titres que j'ai présentés dans cette vidéo qui vous donnent envie ou vraiment pas du tout. Sur ce, je vous retrouve, eh bien, je l'espère très vite avec ma vidéo consacrée aux éditions Kana.